Dans tous ses états, les perles du jour. C'est une décision rare. 2 magistrates ont été écartés hier de la composition de la cour d'assises au procès Samuel Paty. Oui, effectivement, pendant l'audition de la fille de monsieur Brahim Chlamli, les 2 magistrates, il y a une titulaire et une remplaçante, qui auraient dévié de leur devoir de neutralité en considérant qu'il y avait une responsabilité, qu'une culpabilité était établie. Et donc l'avocat de cette personne a considéré que les 2 magistrates avaient été sortis de leurs prérogatives de magistrate. Elle a interpellé la présidente de la cour. Il a interpellé la présidente de la cour d'assises devant laquelle il a déposé cette contestation. Et la présidente de la cour d'assises a révoqué les 2 magistrats. C'est un fait inédit dans la justice française parce que quand 2 magistrates sont là en train de faire des auditions des gens qui vont passer au procès, qui recueillent les témoignages. En général, les magistrats savent ce qu'ils font. Là, on avait l'impression que ces 2 magistrates avaient pris parti de façon indûment presque politique, et c'est ce qui a été un petit peu invoqué par l'avocat, maître Franck Berton. Et en fait, si la présidente du tribunal a pris cette décision, c'est que le risque était que, au vu du verdict qui tombera sur cette cour d'assises de l'assassinat, qui porte sur l'assassinat de Samuel Paty, le risque était que la cour de cassation se prévale de ce petit incident, de cette réclamation de l'avocat pour casser le procès. Voilà. Donc la présidente de la cour d'assises a fait une mesure de précaution. Effectivement, aujourd'hui, il faut être très précis, et la neutralité des magistrats est un point essentiel et non négociable lorsqu'il y a une affaire judiciaire de cette ampleur. Alors peut-être qu'il y a eu, j'allais dire, une malformulation de la part des magistrates, peu probable qu'il y ait eu intention de nuire, et la présidente a préféré prendre des précautions et donc les révoquer de façon à ce que le procès puisse être tenu en bonnes conditions et que la justice puisse être rendue dans des conditions conformes à la loi et aux valeurs de la République. Non, ma mère, on va à Pouic, wesh. J'en prie, t'as burger. L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture une proposition de loi Renaissance pour expérimenter l'éducation à l'alimentation à l'école. Oui, Olivia Grégoire, députée de Paris, ancienne ministre, était ici dans ce studio. Elle est venue 2 fois, et notamment la semaine dernière, pour parler de sa proposition de loi qui institue l'enseignement obligatoire sur l'enseignement alimentaire, l'alimentation à l'école. Comment faire en sorte que nos enfants, nos élèves sachent exactement ce qu'ils mangent, ce qu'ils mettent dans leur assiette. C'est non seulement un enjeu environnemental, c'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu social. Et Olivia Grégoire a porté devant l'Assemblée nationale ce projet de loi pour que l'école puisse aider les élèves à se nourrir, à s'apprendre à s'alimenter. C'est pas des cours de cuisine, c'est pas des cours de gastronomie, c'est juste une éducation alimentaire. En fait, c'est un petit Nutri-Score scolaire. C'est donner aux élèves la capacité de choisir leurs aliments, de savoir l'enjeu alimentaire et de se nourrir de façon très saine. Eh bien, cette proposition de loi sur l'enseignement d'éducation à l'alimentation à l'école a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Il faudra maintenant aller au stade suivant, qui est le passage en loi. Il y aura évidemment passage par le Sénat et ensuite passage à nouveau par l'Assemblée nationale. On sait que les syndicats enseignants sont un petit peu réticents parce qu'ils se disent les programmes sont déjà très chargés. On va pas, en plus c'est pas à nous enseignants à faire de l'éducation alimentaire. Si pas de cette façon, c'est bien une éducation sensorielle, c'est apprendre aux élèves, aux consommateurs de demain à savoir choisir leur alimentation et comprendre ce qu'il faut ou pas mettre dans notre assiette pour se faire du bien et préserver l'environnement. C'est un enjeu social, c'est un enjeu politique et en tout cas c'est vraiment un enjeu éducatif. Donc on se réjouit que cette proposition de loi ait été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et on félicite Olivia Grégoire pour ce courageux combat qu'elle a mené et que pour l'instant elle est en train de remporter. Poudre à canon, nitroglycérine, détonateur, mèche. Moi, ce qui m'éclate, c'est ce qui fait boum. Une bombe artisanale a été retrouvée chez un ingénieur, Maude. Les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure dans la Meuse ont revendiqué avoir posé une bombe, en effet, une bombe artisanale au domicile d'un ingénieur de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'organisme qui pilote ce projet d'enfouissement. Les militants écologistes avaient installé et amorcé ce dispositif explosif à proximité de la clôture extérieure de la maison située dans une impasse. L'engin artisanal était composé de 3 cartouches de gaz et de jerrycans d'essence. L'action a été revendiquée sur un blog et c'est ce qui a permis à l'ingénieur de découvrir la bombe avant qu'elle n'explose. Les démineurs sont intervenus. Il n'y a donc heureusement eu aucune victime, mais cela démontre une fois de plus les méthodes radicales de l'extrême gauche et on n'en a pas fini.
Bonjour monsieur, c'est la CAF. Bonjour. On vous a versé un trop perçu, donc faut rembourser. Pas mal. Ah, je suis très sérieuse, on attend le remboursement au plus vite. Je suis un grand poulpe si je vous rembourse, c'est bon? Oui. 2 employés de la CAF ont été condamnés hier pour faute grave ayant occasionné un préjudice colossal. Oui, ça se passe dans le Val-de-Marne. 2 employés de la CAF avaient établi un système. Donc, une des deux appelait les allocataires. On disait, voilà, il y a un trop perçu. On vous a trop payé ce qu'on vous devait. Par conséquent, il faut rembourser. Alors bon, il y avait évidemment hésitation, contestation. Elle disait, non, c'est absolument impératif que vous remboursiez. Les gens, évidemment, s'exécutaient. Cette personne avait en plus, cet employé, cette fonctionnaire, fraudeuse, avait prolongé le délai légal de recouvrement de façon à ce qu'elle puisse aller jusqu'au bout, et c'est pas moins de 8,2 millions d'euros qui ont été détournés. Et puis l'autre collègue, il faisait en sorte que l'information ne remonte pas. Il verrouillait le système de façon à ce qu'il n'y ait pas de contrôle possible malgré les contestations. Et bien voilà, ça a fonctionné. Bon, écoutez, la justice a fait ce qu'il fallait, l'administration aussi. On n'est quand même pas à l'abri, c'est pas rassurant. On pensait que les systèmes de contrôle étaient un petit peu plus rigoureux et un petit peu plus vigilants. Donc, raison de plus pour remettre les bouchées doubles. Et donc, si on vous demande des recouvrements en vous disant, voilà, on vous a trop donné, vous avez trop perçu, soyez très vigilants et regardez bien votre dossier pour être sûr que tout ça est réclamé de façon régulière et légale. Ça avait mis 90 minutes à me mettre la tête à l'envers, mais là, pow, je venais de découvrir une nouvelle phase, la paralysie cérébrale. Ne jamais accepter les bonbons donnés par un inconnu. Un équipage d'avion anglais a été intoxiqué avec des bonbons un peu particuliers. C'était des bonbons qui contenaient du cannabis, tout simplement. Alors, il en a donné un petit peu à ses voisins de voyage, et puis ensuite, l'équipage y a coûté également. Et puis, tout le monde s'est retrouvé malade. Alors, le cannabis, on se dit, bon, c'est des bonbons qui font rire, tout simplement, qui détendent. Là, l'effet sanitaire a été beaucoup plus nocif, beaucoup plus violent. Ils sont vraiment tombés malades. Alors, c'était sur une ligne britannique, j'espère qu'en France, quand on vous donne des bonbons, on dit toujours aux enfants, ne me prends pas les bonbons du monsieur. Là, les bonbons. Quand on est adulte, il faut faire la même chose. Quand on est, il faut faire la même chose, surtout quand il y a des effets secondaires. J'espère que le pilote, quand il était en train d'avoir les manettes de son avion, n'a pas aussi mangé ses bonbons au cannabis. Enfin, en tout cas, bon, l'avion s'est posé. Mais voilà, méfiance aux bonbons dans l'avion. On n'a pas à manger. D'ailleurs, on n'a pas à prendre quelque chose dont on ne connaît pas la provenance. Tout simplement, voilà la prudence. Vous êtes le Vincent Bolloré de gauche. Alors, non, tout nous oppose avec Vincent Bolloré, à commencer par les valeurs. L'homme d'affaires Mathieu Pigasse a fait polémique hier à cause d'un tweet partisan, Maud. Depuis plusieurs années, Mathieu Pigasse affirme vouloir engager les médias qu'il dirige au service de ses idées contre l'extrême droite, ce qui indique déjà un peu plus précisément son orientation. Une démarche donc ouvertement politique, à tel point que le propriétaire, entre autres, de Radio Nova et des Inrecuptibles, hésite à se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Après avoir voté Mélenchon 10 ans auparavant, en 2024, il avait même appelé à voter pour le nouveau Front Populaire aux élections législatives anticipées. Mathieu Pigasse est l'un des actionnaires du Huffington Post et du Monde. Il possède également de faibles parts dans le groupe Media One, qui produit notamment C'est dans l'air et C'est à vous sur France 5. Mais Mathieu Pigasse est surtout un militant, terme qui pourrait s'appliquer en effet à Vincent Bolloré, sans cesse accablé par la gauche, à la différence près que Bolloré ne tient pas de discours politique, lui-même n'engage pas sa propre parole dans le débat public, question sans doute de subtilité, et ne s'octroie pas non plus de tribune dans ses propres pages ou sur ses propres plateaux. Et puisqu'on parle, de subtilité, rappelons que Mathieu Pigasse avait qualifié en septembre dernier Marine Le Pen de poison et l'avait accusé d'attiser la haine, le racisme, de mépriser l'égalité des droits. Tout ça dans une même phrase et tout ça sur le service public dans une émission dont il était actionnaire. Ce qui pose la question de l'impartialité de certaines instances, si prompt à harceler Stérin et Bolloré, au nom de l'indépendance éditoriale et de la déontologie journalistique. Franchement, plus cynique, tu meurs. Mathieu Pigasse avait défendu l'intervention de l'humoriste Merwan Benlazar, qui avait fait polémique par sa tenue dite salafiste sur le plateau de C'est à vous, justement, alors qu'il officiait comme chroniqueur d'un soir. Un humoriste qui, de façon beaucoup plus sérieuse, traite les téléspectateurs de Miss France de porc et estime que la place de la femme est à la maison. Non, vraiment, on n'a pas les mêmes valeurs. Dernier fait d'armes, 24 heures après la mort de Quentin, Mathieu Pigasse publiait sur son compte X vouloir poursuivre son combat contre l'extrême droite. Un timing très habile, à l'image finalement de tout ce qu'il représente, le mépris de ceux qui ne lui ressemblent pas, mais toujours au nom du progressisme, alors ça passe. Alors,
rappelons que c'est parfaitement son droit. Surtout nous, sur Sud Radio, ici, nous sommes des défenseurs de la libre parole. Je n'empêche pas de parler. Hein. Non, du politiquement incorrect. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on s'étonne que Mathieu Pigasse, qui a parfaitement le droit d'avoir ses opinions, il est patron de presse, il a le droit de donner une orientation. Si ses rédactions acceptent ses consignes ou ses, j'allais dire, ses orientations, ça c'est un débat entre les journalistes de la rédaction et le patron et le propriétaire. C'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on aimerait que cette vigilance qu'il a envers l'extrême droite, il est aussi quelquefois contre l'extrême gauche. À un moment donné, Perico, c'est aussi une question de déontologie journalistique. On en parle beaucoup, et surtout en ce moment, avec cette commission d'enquête sur le service public, etc. Je vois pas pourquoi Mathieu Pigasse échapperait à cette rigidité, à ces règles. On a le droit de lui poser la question. Il a le droit de faire et de dire ça totalement. Bien et sûr. ce n'est pas sur Sud Radio que le lui reprochera, mais on a le droit par contre de lui poser. On a le droit de se poser la question, de l'interpeller. Et d'ailleurs, s'il veut venir s'expliquer chez nous, ça sera avec joie qu'on le recevra. Avec grand pour bonheur. débattre de ce sujet passionnant qui nous concerne tous. Voilà, la liberté d'expression est inaliénable, et comme elle est inaliénable, nous avons droit nous aussi de poser des questions sur des sujets qui nous dérangent ou qui nous étonnent. La mort de Quentin a choqué le monde politique. Une minute de silence sera respectée à l'Assemblée nationale cet après-midi. Nous recevons